dans cette vidéo, on va traiter, donc moi, Nelly, et puis Mathurin, de la rhizotomie dorsale sélective, donc qui est une opération qui est utilisée chez les enfants et les adultes contre la spasticité, dans certains cas, contre la spasticité. Et donc, on va essayer de faire un peu le tour du sujet en apportant notre éclairage. Alors moi, de kinésithérapeute, qui a un peu creusé cette question-là pour surtout les parents d'enfants que j'accompagne en kiné pédiatrie, pour des personnes qui ont surtout de la paralysie cérébrale. Et puis du coup, Mathurin, hein, si tu veux bien te présenter et nous dire un peu pourquoi aussi tu t'y connais un peu sur ce sujet-là. Ouais, donc moi, Mathurin, bientôt 28 ans, et j'apporterai mon éclairage en tant que patient qui a bénéficié de cette opération il y a quelques années, ou en fait il y a 3 ans et demi quand j'avais 4 ans. Voilà. Super. Donc voilà, comment on a pensé procéder? C'est tout simplement, j'ai posé un peu quelques questions à Mathurin sur son expérience, mais comme vous allez le voir, il a beaucoup de connaissances sur le sujet au-delà de sa propre expérience, et c'est ça d'ailleurs qui m'a bien intéressé, c'est qu'il sait raisonner pas que dans son propre cas, mais aussi extrapoler de par les recherches qu'il a faites, etc., sur l'intérêt potentiel et limites aussi de cette opération-là pour un plus grand nombre de personnes. Donc cette vidéo, en fait, elle s'appuie sur un article qu'on a fait ensemble avec Mathurin, vers lequel on vous incite à vous renvoyer parce que souvent, par le biais de vidéos, notamment pour tout ce qui concerne les chiffres, on peut se tromper et cet article-là, plusieurs personnes l'ont relu, il est encore plus fiable que ce qu'on vous dira dans cette vidéo, donc n'hésitez pas également à vous y référer. Du coup, Mathurin, est-ce que tu veux bien nous présenter un peu, avec tes mots, ce que c'est du coup la rhizotomie dorsale sélective? Donc en fait, c'est une opération chirurgicale qui va viser à réduire la spasticité. Donc pour ça, il faut peut-être expliquer en 2 mots la spasticité. Alors, en tout cas, je vais juste parler des conséquences. La conséquence principale, c'est qu'en fait, certaines chaînes musculaires sont trop contractées. Et en fait, c'est ça que la rhizotomie dorsale sélective. Alors, je vais utiliser le terme SDR, qui est l'acronyme anglais pour faire plus simple. Donc, la SDR va viser à réduire cette spasticité et donc euh, la, la contraction trop importante des muscles. Et donc, pour cela, le principe, en fait, euh, c'est que en fait, les muscles sont commandés par des chaînes de nerfs moteurs et nerfs sensitifs. Donc, les nerfs moteurs, c'est les nerfs qui vont dire aux muscles vraiment de se contracter. Et les nerfs sensitifs, ils vont donner l'information au cerveau de le muscle à tel niveau de contraction. Donc, ça permet de régler exactement quand le cerveau dit je veux que tu sois contracté à tel niveau. Voilà, ça permet d'avoir la rétroaction. Et en fait, donc chez les personnes comme moi atteintes de paralysie cérébrale, il y a certaines chaînes qui sont défectueuses, d'où le fait que les muscles soient trop contractés. Et donc, le principe de l'SDR, c'est d'aller en fait tester en fait quelles sont les chaînes les plus défectueuses, les boucles les plus défectueuses, et en fait de couper un certain nombre de nerfs sensitifs pour en fait réduire le problème en fait. Mécaniquement, ça va faire que les muscles vont être moins contractés, puisqu'il y aura moins d'informations qui sera transmise. Et donc tout ça, c'est monitoré par un appareil qui s'appelle un électromyogramme pour tester les boucles les plus défectueuses. Et souvent, en fait, il y a, alors ils disent 70% des nerfs sensitifs défectueux qui sont coupés. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, après ça, vous pouvez le Super, lire ailleurs. Donc et alors, c'est une super. opération assez lourde au sens où en fait il faut accéder à la moelle épinière parce que c'est là l'endroit en fait à la sortie de la moelle épinière où on peut distinguer les nerfs moteurs des nerfs sensitifs. Parce qu'en fait on voudra couper que les nerfs sensitifs. Si on coupe des nerfs moteurs, là on va perdre en force pure. Donc il faut accéder au niveau de la moelle épinière, donc au niveau du dos, et ça nécessite en fait souvent de couper un petit bout de vertèbre si je dis pas de bêtises. Donc voilà un peu pour Super. l'opération. Voilà. Donc toutes les personnes auront vu que tu te connais là au-delà de Ouais, voilà je sais. du patient lambda. Beaucoup de professionnels de santé t'envieront d'ailleurs sur ta connaissance du sujet. Non, mais c'est top.
Et du coup, est-ce que tu te rappelles un peu, enfin, depuis quand ça existe et s'il y a beaucoup de personnes opérées dans le monde et en France? Alors, depuis quand ça existe? Euh, alors, ça dépend de quelle technique on parle exactement. Ouais, Si on parle donc de la rhizotomie dorsale sélective, alors justement, le terme sélectif, ouais, c'est là où en fait on va euh, tester les boucles et être sélectif, en fait, ne couper que certaines chaînes, celles qui sont les plus défectueuses, et aussi que les nerfs sensitifs et pas les nerfs moteurs. Et donc à ce moment-là, c'est quand même plus récent. Alors j'ai pas fait l'historique, mais ouais, par exemple, ouais, ouais, non, mais enfin, oui, après, on va dire ouais, dans les années 90, ça a commencé à se développer pas mal. ouais, Typiquement, le neurochirurgien qui m'a opéré, lui, il a commencé dans ces années-là. Voilà ouais, quoi. Donc c'est quand même assez très récent bien, et je dirais d'autant plus en ouais, France où ouais, ça commence vraiment à être connu depuis les années 2010-2015. Avant ça, ouais, c'est ça. j'ai l'impression que c'était très très peu connu. Et en fait, même la Mm, plupart des kinés, j'ai l'impression ne connaissent pas. mm, Moi, mon mm, kiné ne m'en a jamais parlé, ou même les autres mm, professionnels de ouais, santé qui m'ont suivi quand j'étais jeune. Donc c'est quelque mm, chose qui est quand même assez récent, en tout cas, ouais. dans sa démocratisation, quoi. C'est ça, ouais, je suis d'accord avec toi, et c'est ça. Mais ce qui est bien par contre quand même, c'est qu'on a un peu de recul parce que les dernières personnes à opérer, donc c'était dans les années 80-90. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme c'est une opération qui est pas souvent faite, les gens sont très facilement inclus dans des études où ils sont suivis. On essaie vraiment de les suivre pour essayer d'évaluer à long terme aussi les effets d'intervention parce que l'idée, enfin, comme tu l'as dit, c'est de limiter cette spasticité, pas juste quelques semaines, quelques mois comme avec par exemple les injections de toxines botuliques, mais de maintenir le plus possible l'effet dans le temps. Du coup, c'est intéressant qu'on ait aussi des données de suivi de personnes qui ont fait cette opération il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, pour voir un peu. Et du coup, c'est ça qui est... Enfin, moi, en tout cas, c'est vrai que j'aime bien aussi renvoyer les gens vers ça. Et notamment, toi, tu me disais que il y avait des groupes de discussion aussi, justement, où on pouvait échanger avec d'autres personnes qui ont... Est-ce que tu peux nous parler justement peut-être un peu de ça? Ouais, en fait, c'est de là, j'allais dire, où j'ai comment dire, appris le plus de choses. Moi, en fait, la plupart des infos que je connais, je les ai obtenues via ces groupes de discussion. Euh, alors, en fait, moi, j'en ai justement, quand j'ai découvert cette opération, que j'ai cherché à me renseigner assez vite, j'en ai rejoint un, donc il y a un groupe francophone, donc qui a commencé dans les années 2015, justement, à l'époque où il y a un certain nombre de familles qui ont découvert cette opération et alors au début, c'était surtout à l'étranger, maintenant ça se fait un peu en France. Donc en fait, ça regroupe souvent c'est des parents d'enfants parce que la majorité c'est quand même des enfants qui sont opérés et aussi quelques adultes. Et après pour les adultes, il y a un autre groupe international où là il y a alors quand même beaucoup je dirais d'Américains parce qu'il y a pas mal de neurochirurgiens aux États-Unis qui opèrent, mais aussi des Européens et plein d'autres nationalités. Et là c'est vraiment que pour les adultes. Donc c'est intéressant parce qu'on est quand même ouais, il y a peut-être quand même environ une centaine de personnes sur le groupe, donc ça permet d'échanger, d'avoir des infos, et ouais, ça fait un peu une communauté aussi, c'est sympa, quoi. Ouais. Et du coup, donc c'est des groupes Facebook, hein, c'est ça? Ouais, ouais, j'ai pas précisé, mais Voilà. c'était des Et, groupes Facebook. Ouais. ouais. Et si les gens ont pas Facebook, par exemple, comment, s'il y a des gens qui veulent, bien sûr, on va donner les infos pour se renseigner auprès des professionnels de santé, bien sûr, qui font partie des interlocuteurs où, bien évidemment, c'est intéressant, mais pour les personnes qui ont besoin d'en parler aussi avec des patients ou d'autres familles, du coup, donc Facebook, et est-ce qu'il y aurait un autre Enfin, intermédiaire? sans Non, Facebook, je c'est ça? pense pas. Après, Ouais. enfin, les personnes peuvent se créer un compte exprès pour ça. Ouais, pour ça, il y en a qui Je veux font ça. dire, Ou même te mais contacter oui, après si voilà, c'est dans leur sinon c'est site. ça, Ouais, c'est ça. Sinon, ouais, on peut contacter directement une ouais, personne les ou autre personnes. Ok, via par cool. mail ou par Cool même pour ça. téléphone après. Mhm. Et donc, du coup, justement, est-ce que, donc, toi, tu t'es fait opérer aux États-Unis, c'est ça, ouais, que tu m'avais Ouais. raconté. Et donc, enfin, pourquoi, du coup, ce choix d'aller aux États-Unis et quelles sont les possibilités aujourd'hui que tu connais en France? Alors, pourquoi le choix des États-Unis? Euh, euh, alors, ouais.
En tant qu'adulte, c'est quand même assez compliqué de se faire opérer en France. Alors déjà, moi, bon, c'était déjà il y a quelques années. Il y avait, au début, je savais même pas forcément qu'il y avait des neurochirurgiens français qui opéraient. Euh, En fait, les informations, une fois qu'on est dans la boucle, on les trouve, mais avant ça, il n'y a pas de site internet qui répertorie tous les neurochirurgiens français qui font la SDR ou autre. Et ensuite, il faut savoir que même aujourd'hui, selon mes infos actuelles, il y a quelques jeunes adultes qui sont fait opérer en France, mais assez peu. Et chaque neurochirurgien aura ses critères. Il pourra considérer que telle personne est, comment dire, trop légèrement atteinte, que le bénéfice-risque n'est pas assez important Mm. ou autre. Moi, typiquement, je fais partie des cas très très légers. Et alors j'avais rencontré quand même un neurochirurgien français et il avait considéré que pour moi la SDR n'était pas, comment dire, enfin j'étais trop peu atteint pour que ouais, justement le bénéfice-risque soit assez important. Et je suis pas le seul français à qui c'est arrivé. Et après, bah, l'autre raison des États-Unis, c'est que donc je me suis opéré par le docteur Park. Et bon, là, c'est objectivement la personne qui a le plus d'expérience sur les adultes. Alors, j'allais dire même sur les enfants. Et lui, il avait opéré ouais, plus de 150, enfin plus de 100 adultes. Et, euh, et la dernière raison, c'est enfin, ouais, c'est vraiment sur l'expérience parce qu'au-delà de l'opération, là où ils opèrent, donc lui, c'est à Saint-Louis, ils ont un protocole de rééducation vraiment, comment dire, euh, bien rodé qui suit derrière. Donc ça, c'était aussi assez rassurant. Et moi, à l'époque, en fait, je connaissais assez peu d'adultes français. En fait, je connaissais une personne adulte française qui avait eu cette opération et elle était allée là-bas. Donc, c'est vrai que pour toutes ces raisons, je suis allé là-bas. Même si bon, le principal inconvénient, c'est bon, la distance et surtout le coût. Parce que Ouais. bah, là-bas, c'était environ ouais, 40 000 dollars, sans compter les frais annexes et tout. Mm. Et puis, ouais, il fallait aller prendre l'avion, etc. Et Mm. puis, bah, c'est pas remboursé, quoi. Après, pour Ouais. moi, la question se posait pas trop parce que j'aurais pas pu me faire opérer Ouais, ailleurs, quoi. c'est ça. Donc, Et c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que c'est toujours délicat ces questions d'appréciation bénéfice-risque. Et comme là, c'est quand même une procédure, voilà, avec une intervention chirurgicale. Bon, bah, sûrement que les professionnels de santé, les neurochirurgiens sollicitent l'avis de la personne, mais en dernier recours, c'est quand même eux qui tranchent. hmm. Et du coup, même chez les adultes, bah, ils jaugent un peu le bénéfice-risque de par leur propre expérience, sans trop s'appuyer bah, sur celle des personnes. Alors, j'imagine que enfin, c'est vraiment très délicat. C'est pas pour dire qu'ils ont tort ou raison, mais voilà, c'est d'où peut-être la nécessité des fois de prendre d'autres avis si on sait bah, bien documenter et qu'on estime vraiment que dans son cas, le bénéfice vaut le risque. Bah, du coup, c'est intéressant de, effectivement, comme tu l'as fait, de prendre d'autres avis. Donc, dans l'article, on a récapitulé justement les différents endroits en France. Donc, parce qu'en général, les personnes, du coup, que ce soit pour leurs enfants ou les adultes, euh, il me semble que le process classique en France, c'est si on est suivi déjà par un médecin de rééducation ou un médecin généraliste d'ailleurs, c'est non, habituellement de passer par son intermédiaire pour bah, lui exprimer ce souhait d'avoir éventuellement recours à la FDR, de lui demander donc une consultation pour un rendez-vous avec un neurochirurgien, et après donc, ce médecin normalement nous met en relation, ou parfois les patients en fait, les parents de patients sont obligés de finalement contacter eux-mêmes directement les neurochirurgiens. Même si ça transite pas par le médecin traitant, en France, en général, c'est quand même pris en charge la consultation, etc., ce qui est bien, comme c'est des parcours un peu atypiques et assez rares. Donc, il y a des familles, je sais, qui, si par exemple, bah, leur enfant est suivi dans une filière où on n'est pas trop favorable à la SDR, et ben, ils sollicitent un autre avis d'un neurochirurgien dans un hôpital. J'imagine que c'est pareil aussi pour les adultes. Et du coup, donc juste pour dire, et puis on renvoie à l'article pour les coordonnées précises, en France, il y a donc Paris Hôpital Necker, Paris la Fondation Rothschild, Nancy, Nice, Lyon. Voilà. Et puis après, on a aussi en Allemagne, aux États-Unis. Tu aurais d'autres points à rajouter justement sur les pays, enfin et en France, comment solliciter l'avis pour voir si la rhizotomie peut être adaptée dans son cas. Non, c'est vrai qu'après, ça va. Ouais, chaque chirurgien aura un avis qui peut être un peu différent et tout, selon les critères que lui il s'est fixé et tout. C'est. Ouais. Après, c'est vrai que Mm. si. Enfin,
ça peut être intéressant de solliciter plusieurs avis, justement, pour voir si les avis sont Mm, concordants, pour voir pourquoi les avis divergent. Ça mm. fait pas de mal, ouais, de solliciter plusieurs avis, que ce soit en France ou même à l'étranger. Après, enfin, Ouais. en tout cas, ouais, c'est bien d'avoir plusieurs avis. Je pense que ça, c'est vrai que c'est important. C'est ça. Sachant qu'en plus, souvent, maintenant, ils demandent, donc on n'est pas forcément obligé de se déplacer physiquement. En général, il y a une consultation en visio et puis on envoie une vidéo Mhm. de la personne, par exemple, en train de marcher. Parce que souvent, quand même, l'effet recherché, enfin, chez les personnes qui sont en mesure de marcher, c'est de faciliter la marche. Et puis pour les Mhm. personnes qui sont pas en mesure de marcher, je ne sais pas, par contre, s'ils demandent des vidéos. Enfin, en tout cas, je sais qu'il n'y a pas forcément besoin de se déplacer physiquement pour avoir un avis neurochir, quoi, ce qui est pas mal. Ok, et ben on pourrait du coup rentrer peut-être un peu plus dans le détail sur les, alors notamment, enfin chez l'adulte, est-ce que tu sais si donc toi tu es dans le cas d'une paralysie cérébrale, s'il y a donc des autres indications en dehors d'une paralysie cérébrale chez l'adulte et chez l'enfant, et puis je compléterai si Euh, besoin. alors, je sais que la plupart des patients qui bénéficient de SDR, donc c'est une paralysie cérébrale. Alors, le cas vraiment classique dont je fais partie, c'est la diplégie Ouais, spastique, donc c'est-à-dire que c'est les deux jambes ouais, qui sont atteintes. C'est vraiment le cas classique. mm, Typiquement, donc le docteur Park qui m'a opéré, enfin, c'était dans ce cas-là, euh, comment dire, on était assez vite accepté parce que quand on est le cas classique, il sait que, enfin, voilà, ouais, c'est vraiment le cas où il en a opéré beaucoup. Après, bah, il y a les autres, donc triplégie, etc. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la SDR, vu l'endroit où on coupe, ça va influer vraiment sur les chaînes nerveuses plus bas, en fait. Donc typiquement les membres inférieurs. Et a priori, il n'y a pas d'effet, en tout cas pas d'effet direct sur les membres supérieurs, quoi. Des fois, il y a des personnes qui reportent une amélioration sur les bras, mais bon, ça vraiment, ça cible les chaînes musculaires des membres inférieurs. Alors, il y a quand même un autre hors paralysie cérébrale que j'ai entendu. mm, C'est en fait, il y a certaines maladies génétiques. Alors, je sais qu'en français, ils appellent ça, je crois, Stromper-Lorrain. En anglais, c'est HSP, Hereditary euh, euh, Spasticity, je sais plus quoi. Donc là, en fait, c'est une maladie génétique, mais dont comment dire, la conséquence ressemble fortement à la spasticité qu'on peut avoir chez les personnes qui ont une paralysie cérébrale. Et d'ailleurs, bah, le docteur Park, en fait, on a opéré certaines sans savoir qu'en fait c'était génétique à la base, parce que ça ressemblait tellement à de la paralysie cérébrale classique. Et en fait, ils s'en sont rendus compte parce que typiquement, il y avait une dame. En fait, ses enfants ont aussi eu bah, la même spasticité. Et en fait, là, ils se sont rendus compte, ah oui, en fait, la première personne, c'était génétique et ça avait donné des résultats assez probants. Mais donc ça peut aussi marcher. Et dans le groupe adulte, il y a quelques personnes pour qui c'est génétique. Alors ça peut s'être déclenché dans l'enfance ou même à l'âge adulte. Donc il y a aussi ça en fait. Et ok. Et ouais, est-ce qu'il y a aussi, parce que je sais que dans la littérature académique, du coup, ce qui est aussi décrit, mais ça reste, comme tu l'as dit, très rare par rapport à la paralysie cérébrale, c'est les gens qui ont de la spasticité dans un contexte de blessure médulaire, donc qui ont eu un traumatisme au niveau de la moelle épinière, et qui ont, par exemple, une tétraplégie ou une paraplégie, ou alors les personnes qui ont fait un AVC, qui sont hémiplégiques et qui ont de la spasticité. Est-ce que dans ces, ou encore aussi, je crois, les maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques, est-ce qu'il y a des gens atteints de ces pathologies dans les groupes de discussion ou à ma non? connaissance, donc Pas à ta j'imagine connaissance? que Ouais, la ok. SDR n'est pas indiquée dans ces cas-là. En tout cas, Alors, j'en connais pas. ouais. Je sais pas du Alors, coup. elle est pas indiquée, bah, disons elle est minoritaire. Par contre, dans la littérature un peu académique, donc des Hmm. neurochirurgiens qui publient sur le sujet, ils énumèrent ces indications-là possibles. Hein. Bien sûr, c'est pas du Mhm. tout pour dire que Ouais. toutes les personnes qui ont ça doivent faire ça. C'est absolument pas l'idée. Mais ça fait partie des indications, en tout cas, possibles. Après, bien sûr, bilan plus précis que ça, mais Mhm. ça fait partie en tout cas. Il y a Et, quelques cas, mais voilà, comme tu l'as dit, c'est d'accord, vrai que ok, le ouais. cas typique, c'est la paralysie cérébrale et en plus dans la paralysie cérébrale, la dysplasie spastique, quoi. Mhm. Ok. Et du coup, au niveau donc des effets attendus, donc par exemple, il y en a qui le font plutôt dans l'idée donc de faciliter la marche, de gagner plus en endurance, de rendre la marche possible, de soulager les douleurs. Est-ce que tu peux nous dire un peu, bah toi peut-être pourquoi tu l'as fait et les indications en général, au-delà de juste diminuer la spasticité, mais qu'est-ce que
concrètement on va y gagner dans la vie de tous les jours, potentiellement, bien sûr. Alors ça va vraiment dépendre des personnes. Alors de manière générale, Ouais. quand même, en diminuant la spasticité, les muscles sont moins raides, donc on est plus, je dirais, plus détendu, moins contracté. Euh, et typiquement, c'est un peu plus facile, ouais, de s'étirer. Enfin, et il y a un gain de confort, quoi. En étant moins contracté, on a moins cette gêne qui peut même être une douleur quand c'est vraiment fort. Donc ça, c'est vraiment, enfin, à mon avis, le gain général que n'importe qui peut attendre. Ensuite, ça dépendra du niveau moteur avant l'opération. Si on n'est pas marchand, ça me paraît très compliqué, sauf pour les jeunes enfants qui sont justement à l'âge d'acquérir la marche. Euh, Après, si on est marchand avec des aides, ça peut renforcer l'autonomie. Euh, Typiquement ça, en fait, ouais, d'arriver à faire la même chose, mais plus longtemps, enfin, en se fatiguant moins. Euh, Après, il peut y avoir des gains. Après, il y a des gains annexes. Alors moi, dans mon cas, c'était assez léger. J'ai surtout été gêné parce que ouais, mais j'étais assez contracté au niveau des muscles. J'avais même du mal à les détendre, à les étirer. Euh, donc ça, j'ai gagné. Maintenant, c'est plus simple de les étirer et tout. J'ai gagné en endurance. En fait, pour être un peu plus précis, alors juste sur mon cas, je vais pas m'attarder trop, mais c'est ce que je connais le plus. Euh, Moi, j'ai eu à un moment vers 21 ans un sentiment que la contraction musculaire, la gêne s'accentuait, que justement, je récupérais moins vite après l'effort. Et c'est un truc qui arrive quand même, je dirais, plus ou moins fréquemment chez les adultes, de sentir à un moment un déclin un peu marqué. Et moi, j'ai vraiment senti ça. Et bon, j'étais quand même assez jeune, j'avais 21 ans. Mais je l'ai senti parce que je faisais quand même pas mal de sport avant. Et enfin, je faisais pas mal de sport quand vers 18 ans. Ensuite, j'ai un peu arrêté pour les études en prépa. Et quand j'ai repris, j'ai senti que j'arrivais pas à retrouver à ce niveau-là. Et aussi que ouais, j'avais un peu plus de gêne. Et donc après l'opération, j'ai pu voir que je récupérais un peu, comment dire. J'étais ouais, plus rapide. Typiquement au tennis de table. Au tennis de table, il faut être assez rapide, on parle d'explosivité. Et ça, c'est vraiment le truc. Enfin, ça part très très vite dès que je suis fatigué ou autre. Et ça, j'en ai regagné plus qu'avant l'opération. Après, ouais, l'autre truc, c'est vraiment sur la récupération. Je me rappelle, une fois, j'avais fait une marche sur 2 jours et avec 2 nuits où j'avais assez peu dormi. Et alors ça, en tout cas chez moi, c'est vraiment typique. Si je dors peu, derrière mes jambes sont lourdes, j'ai mal aux jambes, etc. Et mes performances physiques sont vraiment moins bonnes. Et donc là, j'avais fini les 2 jours avec les jambes vraiment ultra crispées, enfin les crampes, c'est vraiment très douloureux. Et aujourd'hui, je peux faire la même chose et ouais, je récupérais beaucoup plus facilement. Mes jambes sont beaucoup moins. Ouais. Ouais. Du coup, là-dessus, ce qui est, voilà, c'est bien sûr toujours intéressant d'avoir les retours des personnes qui ont, bah, voilà, qui se sont fait opérer. Après, c'est vrai que je sais pas, toi, enfin, moi, mon point de vue aussi professionnel là-dessus, c'est que des fois, c'est pas absolument pas ton cas, mais des fois, on peut être exposé à des témoignages où justement, on tombe plus facilement sur les gens qui ont vu un gain important, qui vont décrire avoir eu un gain important, et on n'a pas accès à l'échantillon plus général des personnes bah, qui vont pas témoigner parce que soit elles ont pas envie de témoigner tout simplement, ou elles ont pas eu d'effet positif tout simplement, elles sont passées à autre chose. Et du coup, c'est vrai que c'est pour ça que dans mon article, ce que j'ai vraiment essayé aussi de renvoyer aux études cliniques qui suivent, on va dire, des grands échantillons de personnes, qui essaient d'inclure aussi les personnes qui ont eu peut-être moins d'effets positifs, celles qui ont eu plus d'effets positifs, et qui essaient un peu d'évaluer à partir d'outils un peu standardisés, est-ce que les personnes, entre guillemets, objectivement, d'un point de vue externe, ont plus ou moins gagné. Du coup, pour les personnes pour qui ce serait voilà, important, là, on va pas prendre le temps de revenir en vidéo, parce que ce serait pas le format vidéo, je trouve, ne traite pas. Mais en tout cas, ces données existent, donc n'hésitez pas. Je sais qu'il y a des familles pour qui c'est aussi important, voilà, d'avoir accès, en plus des témoignages, à des données sur des encore plus grands échantillons de personnes, voir les effets concrets à s'attendre euh,
potentiel, quoi. Voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter Ouais, par rapport ouais, à non, je ça. suis assez d'accord. Alors c'est vrai que en plus quand on va sur les groupes consacrés à la SDR sur Facebook, Mm. euh, il y a justement les témoignages positifs vont ressortir parce que les personnes pour qui ça marche bien, elles ont envie de témoigner, elles ont envie de partager. Et il y a un peu cet effet d'entraînement de c'est vrai que la SDR ça paraît un peu et c'est vrai que les personnes pour qui ça va marcher moins bien n'auront pas Ouais, forcément osé donner un avis négatif. ouais, Surtout que justement, c'est vrai que dans ces groupes-là, enfin, euh, les personnes qui arrivent dessus sont en quête d'une solution. Et la SDR, il y a un peu mm, ce côté, c'est la solution. ouais, Et enfin, moi, c'est vrai que quand j'étais en recherche de quelque chose, j'étais vraiment en recherche de voilà une solution qui marche. Il y a quand mm, même beaucoup d'espoir parce que bien sûr. on peut être Mm, dans une situation où vraiment on n'est pas satisfait actuellement de niveau physique et tout, ça peut être assez difficile à vivre et donc vraiment voilà, on tombe sur une solution qui a l'air prometteuse et c'est vrai que sur ces groupes c'est souvent sur ces groupes ouais, c'est vu de manière très très positive ouais, mm, et il y a, ouais, c'est parfois assez difficile de voir aussi le versant que des fois ça peut ne pas donner les résultats escomptés, ouais, etc. Et il faut un peu plus creuser, quoi. Ouais, il y a ouais, beaucoup plus de témoignages positifs que de témoignages ouais, négatifs. Et ouais, il y a un peu un effet d'entraînement des fois. Enfin, genre, toutes mm, les personnes pour qui ça a super bien marché vont mettre des ouais, avant-après, les vidéos. Et ouais, enfin, c'est c'est bon, ça. c'est typique, on le voit dès qu'on arrive sur ces groupes-là, quoi. Ouais, ok. Mais Mais c'est cool, ça j'ai vraiment apprécié à chaque fois qu'on a échangé là-dessus, c'est que tu arrives à prendre enfin, ce recul et ouais, hmm, c'est vrai que pour moi c'était important aussi de voilà de parler de ce point-là parce que bah voilà, j'aime bien essayer que les gens aient tout l'échantillon et pas être surexposés aux témoignages positifs, même si je comprends tout à fait cette envie de trouver une solution. Enfin, je comprends autant que je peux sans être concerné directement par le problème, mais voilà, voilà, c'est notamment pour, je pense aussi moi, la plupart du temps, c'est des familles auxquelles je suis confrontée, où les enfants ne marchent pas et il y a très peu d'espoir qu'ils marchent un jour, même avec des aides techniques. Et je sais que pour certaines, la rhizotomie, ça veut dire peut-être la marche garantie, alors que malheureusement, souvent pour ces enfants-là, même si ça peut amener une amélioration, ça ne veut pas forcément dire derrière la marche garantie. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas pour casser les espoirs, mais juste pour informer le plus objectivement possible. Et du coup, au niveau des effets secondaires possibles, bien sûr pas systématiques, est-ce que tu en as en tête oui. Alors surtout chez les adultes, il peut y avoir donc des insensibilités sur certaines zones, typiquement les mollets, hein. Par exemple, le mollet gauche, la sensation est, est moins forte maintenant. Enfin, maintenant, je suis habitué, ça me choque plus, mais au début, Ouais, il était un peu engourdi. Enfin, au toucher, quoi, la sensation est un peu différente. Et typiquement, si on va à la piscine, on le sent aussi. C'est assez bizarre au début quand on va à la piscine. d'accord. Après, c'est pas douloureux, c'est pas gênant, c'est juste un peu différent. Et en fait, de ce que j'avais vu, plus on est âgé, plus il peut y avoir ce genre d'effet-là. Ok. Euh, Après, d'autres effets secondaires, très rarement, il y avait des douleurs alors nerveuses ou neuropathiques, on dit plutôt en français, Mhm. qui peuvent arriver et des fois un peu perdurer. Mais ça, je pense, c'est quand même assez rare. En tout cas, moi, j'ai pas ce Ouais. souci-là. Et après, sinon, ce qu'ils appellent, alors pareil, c'est encore un terme anglais, c'est les zip ou zap. C'est des genres je sais pas comment dire, comme si il y avait un mini courant électrique, pas un courant électrique qui passait, mais un petit truc et ça dure une seconde et ça peut arriver de temps en temps. Alors moi, ça arrivait un petit peu après l'opération et maintenant, c'est quasiment jamais. Enfin, je sais pas, il peut se passer 2, 3 mois sans qu'il y ait rien, puis j'en sens un. Voilà, encore une fois, c'est plus surprenant que douloureux, quoi. Ouais, ça marche. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que, en creusant la littérature dessus, j'ai pu constater que, a priori, ouais, les effets secondaires sont quand même, enfin, voilà, ce que tu as décrit, pas très grave, pas très important. On n'a Hmm. pas de cas vraiment de personnes qui ont perdu toute motricité ou de choses comme ça. Et aussi, il y avait parfois une supposition, mais ça, c'était plus théoriquement par rapport au mécanisme, que peut-être ça pouvait potentiellement emmener à une déformation un peu plus importante du rachis, notamment chez les personnes qui marchent pas, sur qui la pesanteur agit pas.
Et a priori, non, quand on regarde sur des grands échantillons, le risque est pas plus important chez les personnes qui ont fait une SDR, parce que de toute façon, c'est une population qui est plus à risque de d'avoir ces déformations-là, et il semble pas que la SDR augmente ce risque-là. Je sais pas ce que tu avais vu toi à ce sujet-là. Non, à ce sujet-là, j'avoue, je Ouais, ok. j'ai pas trop d'infos. Ça Et alors, concerne peut-être plus les enfants non marcheurs justement aussi, donc je pense que c'est pour ça et, peut-être que tu as été moins exposé à ça. Ok, et et ben en tout cas c'est ouais, ouais, dis-moi j'allais ouais, dire, il y a un autre truc, c'est vrai que je l'ai ouais, pas mentionné directement parce que je le classerai pas vraiment comme un effet secondaire, mais c'est ouais, plutôt le fait que juste après l'opération, ça peut être des fois prendre beaucoup de temps de récupérer le niveau enfin le niveau de ouais, mobilité juste c'est avant, ça. parce qu'en fait, Oui, il y a avec les oui, nerfs coupés, en fait, on perd du signal et du coup on perd bah, enfin, en fait, du coup, ouais, les jambes répondent moins. En ouais, fait, d'un coup, on a une faiblesse c'est musculaire. ça. Ouais, Et c'est vrai que ça peut. Alors, plus le niveau moteur est bon avant, plus la récupération est rapide. En tout c'est cas, moi, rapide. c'était quand Mm. même très, très rapide, hein. Moi, au bout d'une semaine, je Ouais, remarchais. Au bout de 2, 3 semaines, moi, j'étais un peu comme avant, même si au début, il faut pas courir parce que ouais, bon, voilà, faire un peu attention. Mais chez des personnes qui ont un niveau moteur ouais, plus, euh, voilà, moins fort, ça peut ouais, mettre des mois quand même. ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc Mm. ça, C'est c'est quand même vrai. un truc Mm. à avoir en tête. C'est ça, ouais, bien sûr, ouais. C'est vrai, c'est ouais, ce que tu dis, et d'autant plus, voilà, notamment chez les enfants aussi, des fois, il faut vraiment plusieurs mois de rééducation assez intensive, ou pas forcément de rééducation, mais de stimulation par les Hmm. parents pour retrouver le niveau intérieur, et donc, il faut vraiment être aussi peut-être à l'avance, enfin, préparé à ça, et puis motivé aussi, quoi, essayer de garder la motivation, parce qu'on sait que derrière, voilà, on repart un peu en arrière, potentiellement. Ouais, Bah, super, c'est ouais, Ouais, j'allais dire, c'est un des grands défis, en fait, parce que c'est vrai c'est beaucoup centré sur l'opération, mais l'opération, si on l'a fait, c'est vraiment la première étape, et la deuxième étape, c'est ouais, alors rééducation ou je dirais même de manière générale, exercice physique, activité ouais, physique à c'est long ça. terme, en fait, parce que voilà, derrière, Ouais. il faut voir ce qu'on peut faire. Et en fait, je pense que c'est bien aussi d'avoir des objectifs avant l'opération, de se dire, bon, bah oui, je veux que cette opération, elle me permette de faire ci ou ça, et de savoir Mm. qu'est-ce qu'on est prêt à mettre derrière comme temps, comme effort Exactement. physique. Mm. Parce que si on fait pas d'effort physique derrière, alors pour le coup, l'opération, ça peut être pire. Si juste après l'opération, on Ouais, fait rien, bah là, on est en faiblesse musculaire, voilà. Et si on veut vraiment que ça ouais, porte ses fruits, bah après, ouais, faut faire de l'activité physique. Alors, je pense que c'est important d'avoir un sport ou un truc et pas juste de la réduc pour de la réduc parce que ça, mm. c'est pas très ludique, quoi, que ce soit pour les enfants ou Non, même pour les adultes, hein. ouais, ouais, Enfin, c'est sûr. moi, j'ai fait un peu de renforcement Ouais, musculaire derrière l'opération au cabinet de kiné. Et après, bah, ce que j'ai fait, c'est que je me suis ouais, trouvé des activités sportives bah, qui m'intéressent pour faire du sport sans avoir bien l'impression de sûr. devoir me forcer, quoi. Bien sûr, ouais, ouais. Ça, après, bien sûr, c'est adapté au niveau moteur des Oui, personnes, c'est c'est adapté au certaine, niveau des personnes. mais bien sûr, super. Bah, c'est très bien. Bah, je crois qu'on a fait le tour un peu du sujet. Vraiment, merci beaucoup à toi. Et puis, bah, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, des remarques. Je pense que Mathurin aussi, tu regarderas de temps en temps la vidéo pour voir et pour Ouais, répondre aux s'il y a commentaires. des S'il questions, y a des moi je suis questions, ouais, totalement c'est disponible pour open, répondre. voilà, il répond. Super. Et ben, merci beaucoup.